Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, le moment de la semaine où je m'arrête un peu dans mes lectures pour en parler, pour réfléchir, pour lire quelques extraits et simplement voir où j'en suis. Cette semaine, 3 livres en cours de lecture, 3 livres que j'avance plus ou moins rapidement, James Ellroy, Gérard de Nerval et Alain Ehrenberg, des livres très différents les uns des autres et qui nous font entrer dans des mondes eux-mêmes très différents les uns des autres. Par exemple, dans le monde de l'Amérique des années 1960, mais en dessous de cette époque glorieuse de l'Amérique, les présidents Kennedy, et ensuite, évidemment, son assassinat qui vient un peu gâcher les choses, et puis un moment qui est présenté même par des gens actuels comme un âge d'or, mais en fait pas tant que ça. Et donc on est dans ce livre-là, American Death Trip de James Ellroy, qui est un livre qui est le deuxième d'une trilogie. Le premier se terminait juste avant le décès par assassinat de Kennedy, avec des gens qui magouillaient pour assassiner le président, et le deuxième commence par l'assassinat, et puis ensuite on entre dans des affaires plus locales, à Las Vegas, où Howard Hughes veut devenir un peu le maître des casinos qui appartiennent à la mafia, et puis la police de Las Vegas, mais aussi le FBI joue un jeu assez étrange. À l'intérieur du FBI, le directeur John Edgar Hoover se distingue fortement de celui qui est censé être son patron, mais qu'il ne l'est pas tout à fait, le ministre de la Justice, Bobby Kennedy, dont on sait qu'il sera, comme son frère, assassiné, et sans doute on nous apprendra des choses vraies ou pas vraies, tout ça est un roman, autour de cet assassinat-là, qui n'a pas encore eu lieu au moment où j'en suis, c'est-à-dire au début de l'année 1964, donc peu de temps après l'assassinat du président Kennedy. Alors c'est un livre raconté du point de vue de plusieurs personnages, raconté du point de vue d'un certain Ward G. Little, qui est l'avocat de la mafia tout en étant du FBI, et donc qui magouille un peu partout avec des gens peu recommandables, par exemple, mais qui joue un jeu tout à fait étrange. On ne sait pas trop ce qu'il veut, parce qu'il a plutôt de la sympathie pour les Kennedy, mais après il les déteste pour d'autres raisons. Et bref, tout ça est assez compliqué. Et vous avez une espèce de tueur de gros bras qui s'appelle Pete Bondurant, originaire du Québec, qui tue à peu près à chaque page où on le voit, il tue quelqu'un ou il le torture. Là aussi, au profit des autorités, du FBI en particulier, mais aussi de Howard Hughes, dont Little est aussi un proche. Howard Hughes qui voudrait racheter les casinos de Las Vegas aux mafieux qui sont propriétaires de ces lieux-là. Bref, tout ça se fait en plus sous fond de problème à la fois intérieur des États-Unis avec le problème des droits civiques, et nos personnages sont tous des blancs, là, les personnages principaux ils sont passablement racistes, et puis problèmes internationaux aussi, Cuba, le Vietnam, évidemment la mort de Kennedy qui change la donne. Bref, tout ça nous fait plonger dans cette Amérique-là, alors une Amérique peut-être en partie inventée par James Ellroy, mais une Amérique qui ne manque pas de nous fasciner. Nous voici par exemple à Las Vegas le 17 janvier 1964. La pièce était froide. Un radiateur avait sauté, ce qui avait réfrigéré la prison. Little lisait ses notes. Wayne Jr. était doué. Wayne Jr., c'est un flic de Las Vegas qui va pourtant assassiner des gens ou tuer des gens qui eux-mêmes ont assassiné son épouse, et il est fils d'un mafieux propriétaire de casino à Las Vegas. On voit un peu l'ambiguïté qu'il y a là derrière. Wayne Jr. était doué. Il avait esquivé le sergent Brown. Il avait annihilé son attaque.
Pete Bondurant, donc le fameux gros bras, lui avait fait un topo sur Junior au préalable. Pete avait lâché une bombe. Wayne Junior sait ce qui s'est passé à Dallas, où on a aussi tué un homme un peu dans les conséquences, dans les suites de l'assassinat de Kennedy qui a eu lieu à Dallas aussi. Pete aimait bien Wayne Junior. Pete pleurait la mort de Lynette, l'épouse. Il y a beaucoup de personnages, on répète souvent les noms, des fois on se perd un petit peu. Pete en endossait la responsabilité, mais Pete n'avait pas donné de détails. Pete laissait entendre qu'il y avait eu un sac de nœuds à Dallas. Little vérifiait ses notes. Déduction probable, Wayne Jr. avait tué Maynard Moore. Ça, c'est justement l'assassinat qui a eu lieu à Dallas. Les détails restaient vaseux. D'une façon ou d'une autre, Wendell Durfee avait joué un rôle dans l'histoire. Vous voyez tous ces personnages qui jouent chacun un rôle. Wendell Durfee, c'est celui qui tue de manière brutale l'épouse de Wayne Jr., Lynette. Wayne Jr. avait les dossiers avait les dossiers, on les connaît déjà, avait les dossiers sur quoi? Wayne Jr. avait les dossiers sur les membres des commissions. Little en avait besoin. Little risquait d'avoir besoin de Wayne Senior. Wayne Senior l'avait appelé. Wayne Senior avait fait ami-ami. Il avait dit « Je veux aider mon fils ». Il avait dit « Je veux que ce soit lui qui me le demande ». Little en avait informé Junior. Junior avait dit non. Il en avait informé Senior, cela l'avait mis en colère, ce qui était très bien. Little risquait d'avoir besoin de Wayne Senior, le nom l'avait assommé. Wayne Jr. était fort. Wayne Jr. avait mis Dwight Holly en rogne, encore un autre personnage un peu étrange. Little avait appelé Lyle Holly. Ils avaient discuté la veille au soir. Ils avaient parlé de la rencontre avec Bayard Rustin. Lyle avait dit que Dwight était furieux, etc. Donc on a tous ces personnages qui magouillent chacun dans leur coin et puis qui transforment aussi l'histoire. Il y a par exemple ce Wayne Jr. qui a tué certaines personnes. Évidemment, c'est pas censé être comme ça qu'on agit dans la police, même aux États-Unis. Et par exemple, on a ici une manchette du Las Vegas Sun, un policier interrogé pour un triple meurtre. On redoute des manifestations des partisans des droits civiques. L'Association pour les droits civiques déclare « Ces meurtres mettent en lumière le racisme qui sévit à Las Vegas ». Mais on arrive après à les faire taire et la manifestation n'aura pas lieu parce que justement on modifie un peu l'histoire. Ce triple meurtre, on va non pas tout à fait en dédouaner ce policier, mais quand même, il va se retrouver libre, grâce aussi aux magouilles de son père qui est dans la mafia. Enfin bref, tout ça est très compliqué, mais se lit avec un certain... On est croché, quoi. Et puis, il y a ce qu'on appelle des documents en encart, des articles de journaux. Le grand jury innocente un policier. Par exemple, des discussions qui sont enregistré entre le directeur du FBI, John Edgar Hoover, et Ward G. Little, qui travaille un peu dans son coin tout en étant plus ou moins rattaché au FBI. Et donc, à chaque fois, on a des explications qui, à la fois, nous renvoient à des petites affaires et à la grande histoire. Voilà par exemple la grande histoire qui tout d'un coup dans leur dialogue intervient. Cuba exerce un attrait sur les têtes brûlées et les individus à la moralité douteuse. C'est à cause de la cuisine et du sexe. Les bananes et les femmes qui coïtent avec des ânes. Voilà ce que dit John Edgar Hoover, qui était bien à droite. « Je n'ai aucune passion particulière pour ce pays, monsieur, » lui répond Little. Monsieur Johnson s'est pris de passion pour le Vietnam. Vous devriez en informer Monsieur Hughes. Il pourrait récolter plusieurs contrats avec l'armée. Il sera ravi de l'apprendre. Vous devriez l'informer que je vous tiendrai au courant des projets du ministère de la Justice concernant Las Vegas. Voilà un peu dans quel marigot on patauge avec ce American Death Trip, évidemment, un voyage de mort en Amérique, avec le mot casino ici qui clignote presque, évidemment Las Vegas, mais on n'est pas qu'à Las Vegas, on est
partout. On est à Miami, on est alors bien souvent à Las Vegas, mais on est passé par Dallas. Howard Hughes, lui, se trouve en Californie, à Los Angeles. Bref, on navigue dans ce pays fascinant que sont les États-Unis, mais dans les bas-fonds. Évidemment, il y aurait un American Death Trip à écrire pour aujourd'hui. Peut-être James Ellroy ou ses successeurs en ont-ils la tentation. Alors, évidemment, James Ellroy, c'est très difficile de le rapprocher de Gérard de Nerval, mais c'est pourtant ce que je vais faire. Alors peut-être qu'il y a une violence finale dans la vie de Nerval, mais dans la Pléiade Nerval, j'en suis à ces nuits d'octobre, qui sont des pérégrinations du personnage, peut-être un trip, dans le sens, non pas de death trip, de Parisian life trip, de balade de nuit ou d'errance de nuit de Nerval avec un ami à Paris, mais aussi un peu en dehors de Paris, Pantin ou Meaux. Et on nous décrit ce Paris d'une époque qui pour nous est révolue, et ce Paris de nuit avec beaucoup de détails, de pittoresques. Et là aussi, il se passe des choses étranges. Par exemple, il y a une histoire de femme mérinos. Il se trouve à Meaux, et voilà ce qu'il lit. Par permission de monsieur le maire de Meaux, merveille surprenante, tout ce que la nature offre de plus bizarre. Une très jolie femme ayant pour chevelure une belle toison de mérinos couleur marron. Monsieur Montaldo, de passage en cette ville, a l'honneur d'exposer au public une rareté, un phénomène tellement extraordinaire que messieurs de la faculté de médecine de Paris et de Montpellier n'ont pu encore le définir. Ce phénomène consiste en une jeune femme de 18 ans, native de Venise, qui au lieu de chevelure porte une magnifique toison en laine mérinos de Barbarie, couleur marron, d'une longueur d'environ 52 cm. Elle pousse comme les plantes, et on lui voit sur la tête des tiges qui supportent 14 et 15 branches. 2 de ces tiges s'élèvent sur son front et forment des cornes. Dans le cours de l'année, il tombe de sa toison, comme de celle des moutons qui ne sont pas tondus, à temps, des fragments de laine. Cette personne est très avenante, ses yeux sont expressifs. Elle a la peau très blanche, elle a excité dans les grandes villes l'admiration de ceux qui l'ont vue, et dans son séjour à Londres en 1846, Sa Majesté la Reine, à qui elle a été présentée, a témoigné sa surprise en disant que jamais la nature ne s'était montrée si bizarre. Les spectateurs pourront s'assurer de la vérité au tact de la laine, comme à l'élasticité, à l'odorat, etc., etc. Visible tous les jours jusqu'à dimanche 5 courant. Plusieurs morceaux d'opéra seront exécutés par un artiste distingué. Des danses de caractère espagnoles et italiennes par des artistes pensionnés. Prix d'entrée 25 centimes, enfants et militaires 10 centimes. Voilà donc le spectacle assez particulier, auquel va donc assister Nerval, en tout cas le narrateur de cette histoire-là. On se demande là aussi si c'est vrai ou pas vrai. Et ça lui permet aussi de faire des remarques, par exemple sur le réalisme. Et un peu plus loin, où il est à nouveau question de cette femme mérinos, là on avait l'annonce du spectacle, et ensuite on a le spectacle lui-même, il s'arrête pour faire quelques réflexions autour du réalisme. Je m'arrête. Le métier de réaliste est trop dur à faire. Parce que là, on est dans du réalisme, dans le sens où il raconte des choses vécues. Mais il faut que ce vécu ait quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. La lecture d'un article de Charles Dickens est pourtant la source de ses divagations. Une voix grave me rappelle à moi-même. Je viens de tirer de dessous plusieurs journaux parisiens et marnois un certain feuilleton d'où l'anathème s'exhale avec raison sur les imaginations bizarres qui constituent aujourd'hui l'école du vrai. Le même mouvement a existé après 1813
1730, après 1794, après 1716 et après bien d'autres dates antérieures. Les esprits fatigués des conventions politiques ou romanesques voulaient du vrai à tout prix. Et le vrai, on va vous en donner, et ce vrai, il est encore plus incroyable, encore plus romanesque que le romanesque. Et donc ensuite, on a l'histoire de cette femme mérinos qui chante en italien avec cette rencontre assez dingue de ceci. Et puis on parcourt d'autres endroits la nuit à Paris, chez des rôtisseurs, ou au marché des innocents, etc. Donc, il y a quelque chose de tout à fait dépaysant à lire ce Paris de Gérard de Nerval, qui n'est peut-être pas encore la grande œuvre de Nerval, mais qui s'attarde sur des détails qui sont tout à fait agréables à lire. Il me reste un dernier livre à évoquer, peut-être moins agréable à lire, et surtout sur un sujet plus grave, même si Nerval est peut-être un exemple qui pourrait se rapprocher de la fatigue d'être soi, dépression et société. On sait que Nerval a traversé des épreuves et a longtemps vécu dans ce qu'on appelait des asiles à l'époque. Alors, s'agit-il de dépression? Le terme est anachronique et c'est justement ce qui est intéressant dans ce livre-là, La fatigue d'être soi, un livre très touffu, très dense, qui nous parle de l'évolution de cette idée de dépression, de ce que l'on met là-dessous, des douleurs psychiques, et comment aussi les soigner à travers la médecine, principalement en France. Et donc on lit ceci, notamment, alors le chapitre que j'ai lu cette semaine, c'est surtout le chapitre 2, et puis un bout du chapitre 3 de ce livre, le chapitre 2 qui s'appelle Électrochoc, technique, humeur et dépression. Et il est question notamment de l'utilisation de l'électrochoc pour soigner des dépressions qui, dans les années d'après-guerre, surtout d'après la Deuxième Guerre mondiale, des années 40-50, est beaucoup utilisé et semble fonctionner avant que n'apparaissent les antidépresseurs. Donc évidemment une manière peut-être moins brutale de soigner, et en plus les électrochocs ne fonctionnent pas avec tout, et peuvent avoir au contraire des effets délétères. Bref, voilà une histoire qui est tout à fait intéressante, avec toutes ces questions sur la dépression aussi, sur une maladie qui n'a pas de symptômes physiques visibles, et des questions qui souvent se posent encore quand on parle de dépression. Une question par exemple, c'est: sont-ils vraiment malades? L'idée de nier les maladies psychiques est quelque chose qu'on entend encore. Pas tellement chez les spécialistes de la psychologie ou de la psychiatrie aujourd'hui, mais chez des gens peut-être moins informés. Mais à l'époque, donc dans les années 1940 par exemple, là, la question se posait encore, et il était difficile de convaincre même les professionnels de ce genre de cas qu'il s'agissait véritablement de maladies. Voilà ce qu'écrit Alain Ehrenberg, par exemple, en posant cette question-là. Le premier problème est que les médecins ont bien des difficultés à les reconnaître, donc les dépressifs, ou les neurasthéniques, plusieurs mots sont utilisés, plusieurs mots sont à la mode les uns après les autres, ont bien des difficultés à les reconnaître au double sens du terme, à émettre un diagnostic, mais également à les considérer comme réels. Le diagnostic est compliqué car il ne s'agit pas d'une de ces maladies un peu trop théoriques, à pathogénie univoque, à symptomatologie bien délimitée, à évolution rigide. C'est un peu plus flou que ça. Ces malades, fatigués par leurs doutes et leurs obsessions, doivent accomplir une somme de travail sans relâche,
dans la lutte et l'effort. Les patients ne délirant pas, les médecins ont tendance à penser qu'ils imaginent, voire se regardent un peu trop le nombril. S'il faut les écouter avec patience, il convient parfois de les secouer. Hystériques, somnambules, double personnalité, amnésiques et autres spasmophiles, combien parmi eux de malades imaginaires, voire de simulateurs? Voilà une question intéressante. Et puis, d'autres choses qui empêchent véritablement de reconnaître les dépressifs, l'idée que le caractère est un destin. Certaines personnes ont un caractère, voilà, elles sont sujettes à la dépression, on ne peut pas les soigner. Et les médications qui sont aléatoires, alors il y a les électrochocs qui vont être utilisés, qui sont encore parfois utilisés, beaucoup moins, mais certains reviennent un peu en arrière. Et puis ensuite, la révolution, elle apparaît au moment où naissent les antidépresseurs, eux-mêmes critiqués aussi, parce qu'ils s'attaquent peut-être plus aux symptômes qu'aux causes profondes des maladies psychiques. Il doit y avoir une psychothérapie en plus d'une thérapie par la chimie. Et donc, toutes ces questions-là sont très intéressantes. Alors, j'en suis à une centaine de pages de lecture. J'essaye d'avancer, ça croche un peu parce que c'est pas du tout mon domaine, donc je découvre des choses et avec intérêt, parfois évidemment il eût été nécessaire que je sois plus renseigné sur ces questions-là, mais c'est un bouquin que je vais continuer pour comprendre ces questions de dépression, parce qu'on vit dans un monde où c'est de plus en plus fréquent. Et surtout, ce qui, moi, m'intéresse, c'est le sous-titre de ce livre-là, Dépression et société. En quoi la société est-elle liée à la dépression? Est-elle facteur de dépression? Ou en gros, en quoi la société nous rend-elle dépressifs, peut-être? Ou peut-elle nous soigner? Ça, c'est une autre question. Évidemment, si la société c'est celle de American Death Strip, il y a de quoi déprimer, en effet. Voilà donc les 3 livres de la semaine. Gérard de Nerval, c'était Les Nuits d'Octobre, American Death Strip de James Ellroy, et puis La Fatigue d'être soi de Alain Ehrenberg. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.